Je m'appelle Alice et voici l'histoire de la façon dont ma vie a changé pour toujours. J'ai grandi dans une petite ville paisible. Ma mère était la personne la plus gentille que je connaisse. Elle avait une façon de faire en sorte que tout le monde se sente spécial, que ce soit en préparant des biscuits pour nos voisins ou en s'asseyant à côté de mon lit le soir pour me lire mes histoires préférées. Tout a commencé à changer l'année où ma mère a obtenu un nouvel emploi. C'était une opportunité passionnante pour elle, mais cela signifiait aussi qu'elle devait beaucoup voyager. Au début, nous nous étions tous si fiers d'elle. Maman partait tôt le lundi matin et rentrait tard le vendredi, toujours fatiguée mais souriante, avec de petits cadeaux pour Samuel et moi. Elle nous racontait des histoires sur les nouvelles personnes qu'elle avait rencontrées et les grandes décisions qu'elle avait aidé à prendre. Mais son absence a laissé un vide dans notre maison. Les rires à table ont commencé à s'estomper, remplacés par le silence ou le bourdonnement de la télévision. Papa, qui avait toujours été la présence constante dans nos vies, semblait se replier sur lui-même. Il a arrêté de faire la petite blague qui faisait rire Samuel. Au lieu de cela, il a passé plus de temps seul, à regarder dehors par la fenêtre ou à bricoler des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. J'avais 19 ans alors, j'étais assez vieille pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Papa a commencé à concentrer son attention sur moi d'une manière qui semblait différente. Au début, je n'y ai pas beaucoup prêté attention. Il me demandait comment s'était passée ma journée, s'asseyait avec moi dans le salon pendant que je regardais la télévision ou proposait de m'aider à faire mes devoirs, même si j'étais déjà à l'université. Mais au fil des semaines, son comportement est devenu plus intense. Il a commencé à attendre que je rentre de l'école. Ses yeux s'illuminaient lorsque je franchissais la porte. Il insistait pour passer du temps avec moi, me proposait de m'emmener manger une glace ou de m'apprendre à conduire. Il semblait éviter Samuel, le laissant jouer seul tandis que l'attention de papa restait fixée sur moi. Au début, je me disais qu'il était juste seul sans maman. Peut-être qu'elle lui manquait autant qu'à nous et que c'était sa façon de faire face. Mais au fond de moi, je me sentais mal à l'aise. Il y avait un malaise dans l'air chaque fois que nous étions seuls, un sentiment que je ne pouvais pas vraiment expliquer. La chaleur et le réconfort que je ressentais autour de papa étaient lentement remplacés par quelque chose de plus froid qui m'a donné envie de m'éloigner. C'était une nuit calme, le genre de nuit où les seuls sons étaient les grillons qui chantaient devant ma fenêtre et le doux bourdonnement du ventilateur dans ma chambre. J'étais blottie sous ma couverture, portant ma robe de nuit préférée, une robe légère et confortable que je portais toujours pendant les nuits chaudes. Je commençais juste à m'endormir quand j'ai entendu frapper à ma porte. Le bruit m'a fait sursauter. Ce n'était pas le genre de personne à frapper si tard, surtout pas papa. Pendant un moment, j'ai pensé que je l'avais peut-être imaginé, mais ensuite le coup est venu à nouveau, un peu plus fort cette fois. Entre, dis-je avec hésitation, m'asseyant et ajustant ma couverture pour mieux me couvrir. La porte s'ouvrit en grinçant et il était là. Papa, son visage avait l'air sérieux, presque anxieux, et je ne pus m'empêcher d'être surprise. Il venait rarement dans ma chambre, surtout pas à cette heure-ci. Désolé pour l'interruption, Alice, dit-il doucement, sa voix inhabituellement douce. J'ai quelque chose dont je dois discuter avec toi. J'ai cligné des yeux lentement, ne sachant pas quoi dire. Il entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Le léger clic résonna dans le silence. Je restais là, au lit, mes genoux se soulevèrent légèrement tandis qu'il s'approchait et s'asseyait près du bord de mon lit. Le matelas s'affaissait légèrement sous son poids et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en essayant de garder ma voix stable. Mon cœur commençait à battre, pas exactement par peur mais à cause de l'étrangeté de la situation. Il me regarda, ses yeux scrutant mon visage comme s'il cherchait les bons mots. C'était tellement inhabituel pour lui d'être aussi hésitant et peu sûr de lui. Normalement, papa était confiant, sachant toujours quoi dire ou faire, mais maintenant, il semblait différent. Je bougeais, inconfortablement, enrobée dans ma robe, me sentant un peu trop légère sous son regard. Je me suis dit qu'il était juste inquiet à propos de quelque chose. Peut-être que c'était à propos de maman, ou de Samuel, ou du travail. Mais le malaise dans ma poitrine ne voulait pas partir. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je à nouveau, cette fois avec un peu plus d'urgence. Pendant un moment, il n'a pas répondu. Il était juste assis, les mains jointes, ses yeux évitant les miens.
C'était comme s'il rassemblait ses pensées, essayant de décider comment commencer. Puis papa se déplaça confortablement sur le bord du lit, les mains jointes fermement. Il laissa échapper un petit soupir, un qui semblait porter un poids que je ne comprenais pas encore. Puis il se tourna vers moi, ses yeux évitant les miens comme si ce qu'il allait dire était trop lourd pour rencontrer mon regard. « Comment te sens-tu, Alice ?» demanda-t-il doucement, sa voix basse et presque hésitante. « Comment va ton corps ?» La question me prit au dépourvu. Ce n'était pas le genre de choses qu'il demandait habituellement et je ne pus m'empêcher de me sentir un peu confuse. « Je vais bien, papa, dis-je lentement, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Il hocha la tête, ses lèvres se pressant fermement l'une contre l'autre avant de continuer. « Ta mère n'est pas là, dit-il, sa voix s'éteignant. Elle est toujours absente ces jours-ci. » Je restais silencieuse, sentant qu'il n'avait pas fini. Il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise, comme s'il y avait plus qu'il voulait dire mais avait du mal à le dire. Puis il me regarda, rencontrant enfin mon regard, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment placer mais qui me fit tourner l'estomac de manière inconfortable. « Peut-être que je pourrais dormir ici ce soir, commença-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai cligné des yeux en essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. « Et dormir ici ?» répétai-je, ma voix pleine de confusion. Il hocha la tête. Puis ces mots suivants ont fait battre mon cœur. « Mon corps » a-t-il dit, en s'arrêtant comme pour choisir ses mots avec soin. Il est en humeur à un contact. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. La pièce semblait se refermer autour de moi, l'air devenant lourd. Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage noir, leur sens s'imprégnant lentement mais sûrement. « Papa, qu'est-ce que tu fais en parlant de ça ?» ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. J'ai secoué la tête fermement, ma voix tremblante alors que je disais « Non, papa, ce n'est pas bien. » Mais il n'est pas parti. Au lieu de cela, il est resté assis, ses mots devenant plus doux, plus persistants. « Alice » a-t-il commencé, son ton presque suppliant, « tu es la seule à qui je peux parler. Ta mère n'est jamais là. Je me sens si seule. »« Papa, tu es mon père » ai-je chuchoté, espérant qu'il comprendrait le poids de ce qu'il demandait. Mais sa persistance n'a pas faibli. Il a essayé de me rassurer en tissant des mots qui semblaient réconfortants mais qui n'ont fait que rendre le malaise plus grand à chaque fois que je refusais. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que la tension dans la pièce devenait de plus en plus intense. Après ce qui m'a semblé être une éternité de pression de sa part, ma résolution commençait à faiblir. J'étais prise dans une tempête de confusion, de peur et de désespoir. Il ne voulait pas accepter un non comme réponse, et, avant que je réalise pleinement ce qui se passait, il avait réussi à franchir une limite que j'avais essayé si fort de protéger. Quand c'était fini, je me suis assise, figée sur le lit, mon esprit tournant d'incrédulité. Je pensais que c'était sûrement un événement unique qui ne se reproduirait plus jamais. Mais j'avais tort. Ça a continué jour après jour, nuit après nuit. Il a continué à trouver des excuses, à trouver des moyens pour que cela se reproduise. Je me sentais piégée, comme si je me noyais et personne ne pouvait me voir lutter pour rester à flot. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien. Le poids du secret était trop lourd et j'avais l'impression d'étouffer sous lui. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai réfléchi à tante Gris, notre voisine. Elle était gentille, le genre de personne qui avait toujours une oreille attentive et un cœur chaleureux. Je savais que s'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, c'était elle. Un soir où papa n'était pas à la maison, je me suis glissée hors de la maison et je suis allée chez tante Gris. Alors que je frappais à sa porte, mes mains tremblaient et j'avais l'impression que mon cœur allait éclater de ma poitrine. Quand elle a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Alice, ma chère, entre. Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure ?» J'ai hésité, debout sur le pas de la porte, essayant de trouver les bons mots. Mais au moment où j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, le barrage s'est brisé et les larmes ont coulé sur mon visage. « Tante Gris » j'ai étouffé, ma voix à peine audible, « j'ai besoin d'aide. » Elle m'a tiré dans la maison, me guidant jusqu'au canapé, me disant « Tout va bien, enfant », elle a dit doucement,
sa main posée sur la mienne. Et je lui ai donc dit chaque mot, chaque détail, chaque moment que j'avais trop peur de partager avec quelqu'un d'autre. Tout s'est déversé sur moi, et tandis que je parlais, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Soulagement que quelqu'un sache enfin, mais aussi peur de ce qui se passerait ensuite. Un soir, alors que je faisais mes devoirs, j'ai entendu notre voisine, tante Gris, parler à maman. Je ne veux pas te contrarier, Alice, a chuchoté tante Gris, mais j'ai entendu des rumeurs. Les gens disent des choses sur Alice et son père. Es-tu sûre que tout va bien? Maman a rejeté cela en riant nerveusement. Et Gris, ne crois pas tout ce que tu entends. Mais ses yeux ont trahi son inquiétude. Les jours se sont transformés en semaines et les murmures, qui n'étaient autrefois que de faibles bruits, ont commencé à devenir plus forts, atteignant tous les coins de la maison. L'air était lourd de tension, et il est devenu impossible d'ignorer la vérité, que tout le monde autour de moi semblait savoir, sauf moi. Une nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit, en me retournant dans mon sommeil, j'ai été soudainement secouée par le bruit de voix élevées venant du salon. C'était maman et papa, leur voix était aiguë, le genre de ton qu'on n'entend pas à moins qu'il ne se passe quelque chose de grave. Je retenais mon souffle, m'efforçant d'entendre chaque mot. La voix de maman était brisée d'émotion. « Comment as-tu pu » a-t-elle crié, sa voix épaisse d'incrédulité. « Ce n'est qu'une enfant, tu l'as blessée d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » Je pouvais l'entendre sangloter maintenant, ces mots un mélange de chagrin et de colère. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que j'écoutais, incapable de bouger, figé sur place par le poids de ces mots. La réponse de papa était étrangement calme, comme s'il était détaché du chaos qui se déroulait autour de lui. « Et tu es partie depuis des mois, ma chère, dit-il d'une voix froide et imperturbable. Ne me blâme pas pour ce qui s'est passé. Tu n'as jamais été là pour voir ce qui se passait. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. » Les mots, la douleur dans la voix de maman, tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je ne comprenais pas complètement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, ma mère a fait ses valises et est partie sans un mot. Ma meilleure amie Gris a été la première personne à qui j'ai dit que quelque chose n'allait pas à la maison. J'ai dit cela, les larmes coulant sur mon visage. Gris m'a serré fort dans ses bras. « La Alice, tu dois dire à quelqu'un que ce n'est pas de ta faute. » Avec ces encouragements, je me suis confiée à un professeur. J'avais confiance en Madame Amora, elle m'a écouté patiemment pendant que je lui racontais tout ce que j'avais eu trop peur de dire auparavant. Madame Amora n'a pas perdu de temps pour agir. Le lendemain matin, après que je lui ai confié quelque chose, elle a contacté les services de protection de l'enfance. Elle m'a assuré que j'avais bien fait de parler et promis que de l'aide était en route. J'avais peur de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite, mais sa présence calme et déterminée m'a apporté un certain réconfort. En quelques jours, j'ai été présentée à un conseiller désigné par les autorités. Au début, j'ai trouvé presque impossible de prononcer le mot. J'avais l'impression qu'il était coincé dans ma gorge, trop lourd pour sortir. Mais le conseiller était gentil et patient, me guidant doucement à travers mes sentiments. Chaque séance est devenue un peu plus facile et je me suis vite retrouvée à partager tout ce que je ressentais, la douleur, la confusion, la peur. À chaque mot que je prononçais, c'était comme si un poids se soulevait de ma poitrine, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau après avoir été piégée si longtemps. Pendant ce temps, les autorités ont commencé leur enquête. Ils ont interrogé mon père, qui a tenté de se montrer calme, sa voix confiante, comme s'il n'avait rien fait de mal. Mais les preuves contre lui étaient solides, mon témoignage, les murmures des voisins et les messages que j'avais sauvegardés comme preuve. C'était suffisant pour agir. Le jour où la police est venue chez nous, la maison était un jour que je n'oublierai jamais. Ils sont arrivés tôt le matin, leurs uniformes impeccables et leurs visages sérieux. Maman se tenait à côté de moi, sa main serrant fermement la mienne alors qu'il escortait papa. Il ne m'a pas dit grand-chose. Il m'a juste regardé avec une froideur qui m'a fait frissonner. Notre maison était autrefois remplie de rire et de chaleur, mais ce jour-là, elle semblait être un champ de bataille, silencieuse, tendue et remplie d'émotions mitigées. Il y avait du soulagement de savoir que j'étais enfin en sécurité et que papa ne pouvait plus me faire de mal, mais il y avait aussi de la tristesse, une douleur profonde pour la famille que nous étions autrefois,
ou du moins la famille que je pensais que nous étions. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai senti des larmes couler sur mon visage, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je pleurais la fin de quelque chose à laquelle je m'étais accrochée si longtemps, l'illusion d'une famille parfaite. Madame Amora a mis son bras autour de mes épaules et maman m'a serré fort dans ses bras en murmurant que nous surmonterions cette épreuve, Alice, ensemble. Le procès a été l'un des moments les plus durs et les plus effrayants de ma vie. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti une vague de terreur m'envahir. La pièce semblait froide, les murs semblaient se refermer sur moi, m'étouffant sous le poids de la vérité. J'étais sur le point de partager l'idée même de devoir faire face à mon père, l'homme en qui j'avais autrefois confiance, et dire au monde ce qu'il avait fait était terrifiant. Je voulais me cacher, disparaître, mais je savais que je devais être forte pour moi-même, pour ma mère et pour les gens qui croyaient en moi. Lorsque je suis entrée dans le box des témoins, je pouvais sentir mes mains trembler, mon cœur s'emballer. Ma voix a d'abord faibli, mais j'ai pu entendre les encouragements constants de maman depuis le fond de la salle, sa voix douce mais pleine de chaleur. Gris, qui avait été à mes côtés à travers tout, m'a fait un sourire rassurant en me serrant la main avant le début du procès. Ils étaient ma force, ma bouée de sauvetage. J'ai parlé lentement, en choisissant soigneusement chaque mot. La pièce était silencieuse, tous les yeux sur moi. Mes yeux ne cessaient de dériver vers mon père, assis de l'autre côté de la pièce. Son regard était froid, presque comme s'il ne ressentait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Cela rendait plus difficile de rester calme, mais je me suis rappelé que c'était le moment où je devais me défendre. Le juge écoutait attentivement, ses yeux ne me quittant jamais alors que je partageais mon histoire douloureuse. C'était comme si la salle retenait son souffle en attendant le moment où la vérité serait connue. La tension était insupportable et je pouvais sentir le poids de tous les yeux sur moi. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, le juge a rendu sa décision. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il prononçait les mots qui changeraient ma vie à jamais. L'accusé est condamné à 15 ans de prison pour ses crimes. Un élan de soulagement m'a envahi et j'ai senti mon corps s'affaiblir. Je l'avais fait, j'avais dit la vérité et justice avait été rendue. Mon père allait enfin faire face aux conséquences de ses actes. J'avais envie de pleurer, de crier de soulagement, mais au lieu de cela, je restais là, submergée par la vague d'émotions qui m'envahissait. Je n'étais plus seule. Maman et Gris se sont précipités à mes côtés, leurs bras m'ont entourée et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que peut-être, je pourrais commencer à guérir. La vie après cette épreuve n'a pas été facile. Notre famille a dû se reconstruire, la paix en morceaux. Maman est rentrée à la maison et nous avons commencé une thérapie ensemble. Samuel était trop jeune pour comprendre pleinement, mais il savait que quelque chose avait changé. J'ai trouvé de la force en partageant mon histoire. Je voulais que les autres sachent qu'ils n'étaient pas seuls et que de l'aide était disponible. Des années plus tard, j'ai commencé à travailler avec une organisation qui soutient les enfants qui ont été victimes de maltraitance. Raconter mon histoire n'était pas seulement une guérison pour moi, c'est devenu un moyen d'aider les autres à guérir aussi.